coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Bichleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement lâché, comme on dit dans les milieux cyclistes. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Alors je suis tout seul ce matin parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter un peu la première liste des engagés du Tour d'Italie. Et malheureusement les gars étaient tous un petit peu occupés, mais je me suis dit c'est pas très grave, je l'ai fait la dernière fois pour Paris-Roubaix, donc pourquoi pas le refaire là, d'autant plus que comme je le disais, la première liste des engagés, donc liste provisoire, hein, je vous le rappelle, la start list définitive ne tombera que jeudi prochain. En tout cas, la liste des engagés, elle est sortie comme je le disais hier, donc je me suis dit qu'on pouvait faire un premier point sur les coureurs principaux qui seront au départ de ce Tour d'Italie 2022 qui s'élancera vendredi prochain exceptionnellement et pas samedi de Budapest, puisqu'ensuite, après les 3 jours en Hongrie, il y aura un petit transfert, enfin un gros transfert, un petit transfert pour les coureurs qui partiront en avion, mais pour tous les suiveurs, il faudra rejoindre la Sicile et ça ne sera forcément pas une partie de plaisir. Bref, comme je le disais, on va faire un premier point. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux, donc c'est plutôt cool, surtout que j'ai prévenu assez tardivement ce matin. Salut à Tateux, première fois sur le chat, bienvenue à toi. Salut à Stradri qui lui est un habitué de nos émissions. Donc on va commencer, je vous ai mis le parcours, mais je ne vais pas en parler parce que les gars vont faire une émission mercredi. Je pense que moi je ne serai pas là, mais ils vont vous présenter vraiment un peu plus dans le détail les favoris, les enjeux et le parcours. Moi, je vais plutôt me concentrer sur les partants, comme je le disais, et je vais donc passer à la page de la liste des engagés. Donc, je vous laisse encore 10 secondes le parcours hein, pour que vous l'ayez bien en tête. Donc, comme je le disais, départ de Hongrie pour 3 étapes, départ à Budapest, puis ensuite on se dirigera vers le lac Balaton avant de rejoindre la Sicile. Et ensuite, comme vous pouvez vous en apercevoir, on remontera jusqu'au nord de la botte pour rejoindre Vérone où aura lieu l'arrivée finale de la course. Bref, on va passer, comme je le disais, à notre liste d'engagés. Je vais dessus et je mets également le Twitch Studio sur le côté, mais ça vous le voyez pas, c'est juste pour que je puisse avoir accès à vos commentaires et que je puisse vous répondre. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions, hein, j'y répondrai avec plaisir, même si des fois c'est pas forcément sur le Giro. Hein. J'avoue que j'ai du mal à ne pas répondre aux questions, surtout quand elles sont intéressantes, comme c'est souvent le cas. Donc, comme je le disais, on commence par l'équipe Ineos parce que tout simplement c'est la première avec le dossard 1, mais aussi et surtout la composition est censée être définitive puisque la formation britannique l'a confirmé hier. Donc, on tournera autour de Richard Carapaz hein, qui a remporté l'édition, c'était en 2019 si je dis pas de bêtises. Parfois je suis un peu confus dans les années, mais en tout cas il a remporté le Giro. Il sera bien entouré, je trouve, parce qu'il aura avec lui Richie Porte, qui est reconverti maintenant depuis quelques temps en lieutenant de luxe, entre guillemets, qui devrait être d'un précieux secours pour l'Équatorien. Il y aura aussi Pavel Sivakov, qui a vécu une ou 2 saisons compliquées, et qui est bien revenu lors du Tour des Alpes, qui s'est montré au niveau. On aura aussi Jonathan Narvaez et Ben Tullet, et l'inusable Jonathan Castroviero, qui est la vraie bête à rouler et une vraie plus-value, je trouve, pour la formation Ineos. Salut Stéréo, je vois que tu nous rejoins sur le chat. Comme je le disais, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et je vais faire un petit saut jusqu'à la dernière formation sur la liste des dossards, c'est UAE, parce que figurez-vous que la formation UAE, elle a été confirmée là, il y a quelques minutes, je l'ai vu passer sur Twitter. Donc autant commencer par les 2 armadas et surtout les 2 formations qui sont censées être définitives. Donc UAE, logiquement, on se retrouvera autour de Joao Almeida. Hein. Il a été recruté pour aider Tadej Pogacar, mais aussi pour pouvoir jouer sa carte sur certaines épreuves. Et ce sera le cas sur le Giro, où il occupera un rôle de leader unique. Salut Ziglo, je vois que tu nous rejoins également. Donc lui aussi, il ne sera pas trop mal entouré, même si ce n'est pas la grosse armada. Pour AU, salut à toi, Thibaut également. Parce que UAE, on va réserver les forces forcément pour le Tour de France. On va retrouver Richese qui
doit normalement arrêter sa carrière à la fin du Giro, qui avait été repris un peu au dernier moment pour compenser la blessure d'Alvaro Hodge, suivant la prononciation. Donc à voir ce que ça donne. On retrouvera Gaviria pour le pôle sprint. Et des garçons comme Ulissi, comme Formolo, comme Rui Costa ou Covi qui sont un peu plus des punchers. Donc si jamais Almeida devait être le plus fort, je suis quand même assez réservé sur son équipe, enfin la capacité de son équipe à tenir le maillot rose de leader. Ça me paraît assez compliqué. Bref, je remonte encore et cette fois-ci on va les prendre dans l'ordre. Je vais continuer mon petit tour d'horizon après les deux grosses formations. Pardon, désolé, je buvais une petite gorgée de thé. AG2R Citroën, l'équipe française. Alors là, il y a des erreurs dans la liste parce que Clément Berthet est blessé. Vous avez dû le voir forcément puisque je sais que vous suivez de manière très attentive toute l'actualité vélo et on a appris cette semaine qu'il était blessé, donc qu'il ne serait pas au départ du Tour d'Italie. Donc il faudra voir par qui il est remplacé. En attendant, on aura quelques cartes à jouer du côté d'AG2R Citroën, notamment Andrea Vendrame qui devrait se concentrer sur les victoires d'étape. Il faudra voir Félix Gall aussi. Je trouve qu'il fait une belle petite saison, Félix Gall. C'est un talent qui a mis un peu de temps à éclore. Il a été champion du monde chez les juniors. C'était à Richmond, je crois, devant Clément Betwixt-Weir, le français. Donc à voir s'il y a une belle petite évolution pour le grimpeur autrichien, qui aura pas mal de liberté, je pense, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément de leader pour le général du côté de l'équipe managée par Vincent Lavenu. Donc forcément, comme je le disais, des opportunités pour les différents coureurs de l'effectif. Alors une des belles surprises du côté d'Alpecin Phoenix, c'est qu'on aura Mathieu Van Der Poel au départ. Et vu le profil, on y reviendra mardi avec les gains, comme je l'ai évoqué, vu le profil des premières étapes, je pense que Mathieu Van Der Poel, c'est un candidat tout indiqué pour le premier maillot rose de leader du Giro. Il aura une équipe assez costaud autour de lui, notamment avec des mecs comme Stefano Oldani, Krieger ou Dries de Bondt. Ça devrait être costaud pour Antoine Van Der Poel sur les premières étapes. Après, la question, ça sera forcément de savoir combien de temps va rester sur le Giro Mathieu Van Der Poel, parce que je pense qu'il va le viser le premier maillot rose, comme je l'évoquais. Mais après, est-ce que Mathieu Van Der Poel a sincèrement envie de passer 3 semaines sur les routes du Giro ? Moi, je le vois plus abandonner au bout d'une semaine ou au bout de 10 jours et réserver ses forces pour le Tour de France, mais aussi les championnats du monde, parce que le parcours des championnats du monde en Australie devrait pas mal lui convenir. Je lis vos commentaires en même temps. Formolo qui se voit comme le co-leader chez UAE, je sens qu'on va bien rigoler, oui. Je pense que malheureusement, David et Formolo, c'est pas le coureur avec le plus grand sens du collectif, donc on verra ce que ça donne à partir de vendredi prochain sur les routes du Giro si Joao Almeida prend le maillot rose de leader. Alors 4e formation à être évoquée, Astana Kazakhstan Team. Astana, c'est très très compliqué comme vous le savez depuis le début de l'année. Il y a un manque criant de résultats et on misera à 100% sur Miguel Angel Lopez qui était pas trop mal, même s'il était assez irrégulier lors du Tour des Alpes. Le parcours du Giro devrait lui convenir, c'est une épreuve qu'il connaît par cœur, donc je pense qu'il devrait bien figurer. Et puis de toute façon, si malheureusement Lopez ne fait pas un grand Giro, derrière ça s'annonce assez compliqué avec Terrada, qui est un petit peu déçu depuis son passage chez les pros. De la Cruz, moi j'y crois pas énormément, Nibali, pour moi c'est terminé, je pense malheureusement pour le Sicilien. Peut-être qu'il pourra viser une victoire d'étape en échappée, mais j'ai du mal à y croire. Thibaut nous dit que Van Der Poel veut finir. Ouais, c'est possible. Après, on verra ce que ça donne. Ça dépendra peut-être aussi de ses résultats lors de la première semaine de course. Salut à toi, Ben. Je suis ravi de voir que tu nous rejoins également sur le live. Alors, je vais enchaîner avec la Bahrain Victorious, une de mes formations préférées, une de vos formations préféré également, bien sûr, et mon commentaire est à 100% ironique. Donc on retrouve Pello Bilbao, toute considération mise de côté sur sa formation et sa réputation. Je trouve que c'est quand même un super coureur qui est vachement sous-coté à mon avis. On a tendance à sous-estimer assez souvent et Bilbao, il fait une super première partie de saison. Ça a été un petit peu plus dur, je pense que vous l'avez remarqué lors de la dernière étape du Tour des Alpes où il a un peu craqué dans les pentes de la dernière montée, je ne me rappelle plus du nom, mais face
à Romain Bardet, il a lâché pas mal de lest, donc j'ai peur que Bilbao, là, il ait passé sa grosse période et que quand on va arriver sur la haute montagne lors du Giro, il soit un peu en retrait. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas une belle perf, hein, je le vois quand même, sauf incident bien entendu, dans le top 10 au classement général à Vérone, mais j'ai du mal à le voir un peu au-dessus. Chez Bahreïn, on pourra aussi miser sur Buitrago et Landa. Landa, ça me fait du mal de dire ça parce que je sais que ça fait de la peine à ses supporters, mais j'ai vraiment du mal à le voir évoluer pour un podium. Malheureusement, je le vois plus maintenant comme un capitaine de route. Je suis vraiment désolé pour l'expression parce que je sais que ça va mettre en rogne les nombreux fans basques du coureur de la Bahreïn, mais j'ai du mal à le voir retrouver son meilleur niveau, Mikel Landa. Bardiani, petite équipe invitée, une des équipes chouchoutes de pas mal de membres du forum. Que dire sur la Bardiani, si ce n'est qu'on comptera évidemment sur Filippo Zanna, qui avait été très bon l'année dernière sur la course de la paix, mais aussi lors du Tour de l'Avenir et à l'occasion du Tour de République tchèque, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et à voir, ça ne sera pas son premier grand tour, parce qu'il a déjà fait le Giro l'an passé, Filippo Zanna, donc peut-être pour une confirmation, il a certainement un petit peu plus de caisse désormais, donc ça sera un coureur à suivre, je pense, dans ces petits outsiders, pour une victoire d'étape en montagne, ou pour un top 10 ou un top 15, pourquoi pas. En tout cas, un coureur intéressant. Alors je vais lire un petit peu vos commentaires avant de passer à l'équipe suivante. Salut Arnaud, salut Polska, qui nous rejoint. Également, Stradri nous dit après Landa et des forces sur Tirreno. Ouais, c'est vrai que tu as raison, Stradri, il était costaud sur Tirreno. Landa, s'il a ce niveau-là, il peut gagner une victoire d'étape, mais tu vois, j'ai un peu de mal à l'imaginer consistant sur 3 semaines. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses et ce que vous en pensez, mais sur 3 semaines, ça me paraît compliqué. J'espère me tromper, parce que c'est un coureur qui a l'air très sympathique et qui a de nombreux fans, donc j'imagine que s'il réussit, ça fera plaisir à pas mal de monde. Alors la Bora-Hansgrohe, c'est compliqué pour certains depuis le début de l'année, c'est très bon pour d'autres, comme Alexander Vlasov, mais Vlasov sera pas là au départ, parce qu'il est actuellement engagé sur les routes du Tour de Romandie, puis il visera ensuite le Tour de France, donc il est logiquement absent pour le Giro, et en son absence, on retrouvera, je vais dire un trio de leaders, ce qui est déjà pas mal, pour une équipe World Tour sur un grand tour. Donc Wilco Kelderman, Emmanuel Bourman et Jay Hindley. Alors si je cite Jay Hindley, malgré la déconvenue de l'année 2021, c'est parce qu'il revient bien, je trouve. L'Australien, le grimpeur australien, c'est sa course de prédilection, le Giro, parce que souvenez-vous qu'il avait terminé en 2020 à seulement quelques secondes de Tao, alors qu'il était leader, je crois, jusqu'à la dernière journée, jusqu'au chrono final. Donc Jay Hindley, je pense qu'il a une revanche à prendre un peu sur une saison 2021 assez pourrie, où il a eu logiquement du mal à encaisser la médiatisation et tout ce qui s'est passé autour de son Giro. Donc je trouve qu'il était pas mal à UAE, qu'il revient bien, et comme je le disais, je le mettrais dans ma liste des outsiders pour le Tour d'Italie, d'autant plus que, comme je l'ai évoqué, il y aura une grosse équipe Bora. J'ai pas cité Kamna non plus, j'ai pas cité Aleotti, mais ça paraît quand même sur le papier très très costaud, même s'il n'y a pas de mec capable de gagner, je pense. En tout cas, le collectif paraît intéressant. Alors, on va passer à une formation que vous aimez beaucoup aussi, parce qu'il y a un coureur, Guillaume Martin, qui est très très apprécié par les lecteurs de Vélo Club et nos auditeurs sur Twitch. Donc Guillaume Martin qui va découvrir, je crois, vous me dites si je dis une bêtise, parce que je crois que c'est son premier Tour d'Italie, et surtout vous m'arrêtez sur le chat si je dis une connerie. En tout cas, Guillaume Martin sera au départ, il sera le leader principal de la formation Cofidis. Et je pense que le Giro, c'est un grand tour qui peut lui convenir avec ses arrivées en altitude, sa haute montagne, un peu moins de pression que sur le Tour. Il sera forcément moins observé que la plupart des autres grands favoris. Il sera handicapé par les différents chronos. On y reviendra dans le détail sur ces chronos et sur ce parcours, comme je l'ai dit, mercredi prochain. En attendant, on peut quand même assez sereinement dire que Guillaume Martin peut être pas mal sur ce Tour d'Italie, surtout avec ce qu'il a montré depuis le début de l'année. Donc ça sera intéressant. On retrouvera autour de lui Rémi Rochas, qui a fait lui aussi un bon début de saison, alors que Consoni et Simolai, eux, devraient se concentrer sur les arrivées massives, même si les arrivées vraiment massives où il y aura tous les sprinteurs, il risque d'être un peu juste. On misera peut-être plus sur ces fameuses arrivées
à 50 ou 80 coureurs, où là, il y aura peut-être plus de possibilités pour eux. Alors, les dossards 80 et la formation Dronhopper Androni Giocattoli. Désolé, je buvais une petite gorgée d'eau. Natal Tesfatsion, dossard 80, normalement, en plein boom, comme vous le savez, pour le cyclisme érythréen. D'ailleurs, je vous invite à lire mon papier sur Aklilou Arefane, la nouvelle pépite junior du pays d'Afrique de l'Est. Donc Natal Tesfatsion sera au départ du Giro. Il a montré de très belles choses, je trouve, depuis le début de saison. Bon, bien sûr, j'en fais pas du tout un candidat à un top 10. Je pense qu'en montagne, ce sera trop compliqué pour lui, mais il peut être intéressant dans l'optique de la lutte pour le maillot vert en fonction du nombre de sprinteurs, bien sûr, qui décideront d'aller jusqu'à l'arrivée, mais il est assez complet. Et je pense qu'il visera une victoire d'étape, donc j'avoue que j'attends avec pas mal d'impatience de voir ce qu'il peut donner là sur ce Giro 2022. Il sera bien entouré par des coureurs qui viseront aussi des victoires d'étape. Je pense à Alexander Cepeda et non Jefferson. Jefferson, c'est son cousin qui est plus un puncher et qui court chez Cara Rural, mais Alexander Cepeda est un pur grimpeur qui brille vraiment quand il y a une haute altitude. Il avait remporté une course en Argentine avant son passage chez les pros, qui arrivait, je crois, à 3000 mètres ou un peu plus de 3000 mètres. C'est vraiment le grimpeur sud-américain dans sa plus grande tradition. Je pense qu'il n'a pas assez de caisse pour faire un bon général, mais il peut, pourquoi pas, réussir des coups en échappée en montagne. IF Education Easy Post. Alors, IF, quoi dire, si ce n'est que c'est très très compliqué depuis le début de l'année. C'est la moins bonne équipe du World Tour, tout simplement. Pour dire les choses assez clairement, elle est très très décevante. Ses leaders sont plutôt en retrait, que ce soit Hugh Carty, Magnus Cort Nielsen, Simon Carr aussi, c'est compliqué. Chavez, le poids des âges malheureusement l'atteint. Et King, depuis qu'il est chez IF, c'est aussi assez difficile. Donc j'ai un peu de mal à voir ce qu'ils peuvent réussir de très bon sur ce Tour d'Italie. J'avoue qu'on peut, pourquoi pas, miser sur le jeune grimpeur colombien Diego Camargo, qui avait fait une très bonne Vuelta Porvenir au Juventud, avant de signer chez les pros, mais on sent que la transition est assez difficile, donc pourquoi pas se glisser dans des échappées en montagne, mais en dehors de ça, ça me paraît assez complexe. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, d'IF Education Easy Post de manière générale et des coureurs qui sont là inscrits pour le Tour d'Italie, mais on a du mal à s'enthousiasmer, pour être honnête, sur la formation américaine. Ensuite, Eolo Kometa. Donc Eolo Kometa qui avait bien réussi son Giro l'an dernier, notamment avec la victoire sur les pentes du Zoncolan de Lorenzo Fortunato. Tiens, Thibaut d'ailleurs nous dit qu'Eking est forfait, ça veut dire que notre liste est pas bonne, donc il sera forcément remplacé au sein d'IF Education Easy Post. Merci Thibaut pour la précision, c'est toujours très utile. Donc je reviens à nos moutons et à Eolo Kometa avec Fortunato, comme je l'ai dit, qui s'était imposé au Zoncolan. Il y a aussi Vincenzo Albanese qui a fait une petite perf, là je crois, deuxième ou troisième de la première étape du Tour des Asturies. Si je dis pas de bêtises, il faudra que je revérifie les résultats d'hier. C'est Simon Yates qui s'est d'ailleurs imposé et qui prend date pour le Tour d'Italie. Mais derrière, Eolo était pas mal. Je trouve qu'ils ont un bon effectif et je vais en profiter parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire en dehors de Fortunato et Albanese pour rebondir sur ce que nous dit Thibaut. Costaud œuf, je trouve, avec Cort et Carr. Ouais, Cort, il est très costaud. Tu l'as vu, Thibaut, sur la Vuelta l'an passé notamment. Mais le problème de Cort, c'est qu'il n'est pas très régulier et c'est souvent le moment où tu comptes sur lui qu'il déçoit. Alors j'espère qu'il me fera mentir parce que c'est un coureur qui est assez offensif et qui est capable de briller sur pas mal de terrain quand il est en forme, Magnus Cort. Donc j'espère qu'il gagnera une étape, ça fera du bien à sa formation parce que comme je l'évoquais, c'est un peu la soupe à la grimace chez Jonathan Voigters et ses hommes. Et aussi Moncar, lui il est intéressant, t'as raison Thibaut, mais je trouve qu'il déçoit un peu. Il avait fait un super début chez les pros après son transfert, une fois qu'il avait quitté la formation Delco Marseille, si je dis pas de bêtises, j'ai plus les dates en tête. Mais depuis, je trouve que c'est un petit peu dur, qu'il est un peu sur courant alternatif. Et j'espère, comme pour Cort, qu'il me fera mentir à partir
de la semaine prochaine. Je continue, donc Golab, salut à toi. T'as loupé quoi? En fait, j'ai commencé à dresser un peu la liste des différents engagés pour le Tour d'Italie. Si t'as loupé le début, on en est à Eolo Cometa, donc la formation avec les 2 Sarsans. Mais tu pourras, je mettrai le replay en direct sur le site et sur Dailymotion et YouTube, donc tu pourras rattraper si tu as envie. Je salue aussi Joyeux du Nil, qui est un de nos habitués de nos émissions, mais aussi des quiz de Ben. Merci de nous rejoindre. Et je poursuis avec cette fois-ci votre formation préférée, je pense, à la plupart, et notamment à Thibaut, puisque je vois qu'il est sur le chat. Il va pouvoir nous parler un peu des ambitions de la Groupama FDJ qui se présente au départ du Tour d'Italie avec comme leader, enfin comme principale carte, Arnaud Démare. Arnaud Démare, il a malheureusement pas gagné depuis le début de saison, même s'il y a eu quand même du bien, j'ai envie de dire, ou du positif, notamment lors de Tirreno, où c'est pas passé loin, là, juste derrière Caleb Ewan, lors d'un sprint un peu en faux plat montant. Et la Groupama FDJ, en regardant un petit peu sa compo, on s'aperçoit que c'est encore très très centré autour d'Arnaud Démare et de son train, puisqu'on retrouvera Clément Davy, Guarnieri, Konovalovas, Scottson, Sinkeldam et aussi Ludvigsson. La seule carte un peu indépendante, entre guillemets, c'est Attila Valter. Attila Valter qui a fait un très très bon début de saison, notamment sur l'Estrade Bianche. Donc à voir ce qu'il peut donner sur ce Giro. On se rappelle qu'il s'est révélé sur ces fameuses routes du Tour d'Italie l'an passé, où il avait porté le maillot rose de leader. Donc ça sera intéressant de le voir pour un peu pour la saison de la confirmation, et vu ce qu'il a montré cette année, je pense qu'on peut croire, pourquoi pas, à un top 10 ou à une victoire d'étape. En tout cas, c'est un coureur qui n'a pas forcément besoin d'une équipe autour de lui, parce qu'il ne fait pas partie des favoris. Il ne prendra pas le maillot rose à la pédale, donc il n'a pas besoin d'avoir 4 ou 5 équipiers au cas où pour rouler en montagne. Il peut très bien se débrouiller tout seul, il ne faudra juste pas avoir d'incident, parce que si jamais il se retrouve dans un groupe de 10 ou 15 à jouer la gagne et qu'il y a une crevaison, il n'y aura personne avec lui malheureusement pour lui passer une roue ou pour le dépanner. C'est peut-être ça le problème de Valter sur les 3 semaines de course à venir. Alors Thibaut nous dit à noter que Lars van den Berg devait en être mais méforme suite à une chute. D'accord, il n'était pas dans la liste des engagés, donc il a dû être enlevé. D'ailleurs Thibaut, tu nous dis, toi qui suis la FDJ, si tu vois qu'il y a des inexactitudes dans la compo qui a été donnée par RCS Sport vendredi et sur les 8 noms que j'ai donnés et que vous pouvez voir dans le live. Alors je vais passer à la formation suivante et puis Thibaut ou d'autres, vous revenez sur la FDJ si vous en avez envie. Alors, départ en Hongrie pour Attila, oui c'est vrai que je ne l'ai pas dit d'ailleurs, tu as raison Thibaut, Joyeux du Nil de me rattraper, parce que Attila Valter, le départ pour lui ça sera à domicile, puisqu'on s'élance de Budapest. Alors je ne sais pas s'il est originaire de Budapest, mais il est hongrois en tout cas, donc il aura 3 étapes à la maison, à Budapest comme je l'ai dit, puis autour du lac Balaton, et pour y être allé au lac Balaton, la région est assez sympa en plus. Bref, Intermarché ou Antigobert, on va retrouver la grosse sensation de ce début de saison, le vainqueur de Gand-Wevelgem, Binyam Girmay, qui après un long séjour pour rejoindre bien logiquement sa famille en Érythrée et de retour en Europe. Alors il reprendra la compétition demain, lors de la classique de Francfort, qui a lieu comme tous les ans le 1er mai. Il fera partie des candidats à la victoire, parce qu'on retrouve, ça va normalement jouer au sprint, mais on retrouvera aussi Van den Berg, De Ligt, etc. et pas mal d'hommes rapides, et on pourra avoir une première idée de l'état de forme de Binyam Girmay, qui sera au départ du Giro. Oui, Budapest pour Attila, nous dit Thibaut, donc originaire de Budapest. Binyam, ouais, je vois une étape pour lui. C'est ce que j'allais dire. En effet, Binyam Girmay, il ne va pas gagner le Tour d'Italie, on ne va pas raconter d'histoire, mais vu la start list et les étapes un petit peu compliquées, je pense qu'il peut largement gagner une étape, voire plusieurs si ça se trouve. Parce que Binyam Girmay, il sait grimper, on l'a vu lors du Tour de l'Avenir où il avait été costaud sur une ou 2 étapes. Il va aussi très vite au sprint. Il est capable de passer les bosses un peu partout, donc ça en fait vraiment un très bon candidat, je pense, pour des succès d'étape. Il faudra voir, on détaillera le parcours avec les gars, comme je l'ai dit, à partir de mercredi, mais dans ce que j'ai vu, en tout cas en feuilletant un peu les différents profils, il y a vraiment de quoi faire pour Binyam Girmay. Je
faire un petit détour, mais je pense que l'étape de Visegrad, par exemple, je vous la mets en stream. Il y aura Van Der Poel en tant que gros favori, mais c'est une étape qui peut convenir à Girmay. Je passe vite fait sur le chrono parce que ce ne sera pas pour lui. Mais ensuite, quand on laisse défiler, il y a pas mal d'étapes un peu pour puncher qui peuvent tout à fait lui convenir. Je pense à celle de Napoli, là par exemple, la 8e que vous avez sous les yeux, mais d'autres, hein, à Gézy pour la 10e étape, je pense qu'il y a aussi un parcours favorable. On verra à Genova comment ça se passe. Enfin bref, il y a pas mal d'étapes qui peuvent vraiment, vraiment convenir à Binyam Girmay et ça sera intéressant de le voir évoluer tout au long des 3 semaines de course pour le premier grand tour, hein, tout simplement, de sa jeune carrière. Enfin, si je ne dis pas de bêtises. Chez Intermarché, on trouvera aussi Pozzo Vivo, qui n'avait pas de contrat au début de l'année et qui se retrouve bien heureux chez Intermarché ou Antigobert. On aura aussi Yann Hirt, il y aura Rein Taramae, donc encore une équipe pour faire des coups. Puis vu le niveau qu'affiche de toute façon Intermarché depuis le début de la saison, on ne s'inquiète pas trop pour eux. On est très loin d'Intermarché un petit peu moqué pour ses contre-performances lorsqu'elle est arrivée dans le World Tour. Là, je pense qu'il y a plus beaucoup de détracteurs pour la formation belge. Thibaut nous dit ça va tomber sur la première étape. Malheureusement, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de nervosité lors de cette première étape. Et j'espère que ça ne tombera pas. Il faut qu'on regarde un peu les parcours vraiment en détail avec les gars pour avoir un meilleur aperçu. Mais ouais, j'espère que ça ne tombera pas. Israël Premier Tech. Alors Israël Premier Tech, c'est aussi comme IF, très compliqué depuis le début de la saison. La carte principale, ça sera Giacomo Nizzolo pour les arrivées massives. Ensuite, je vois pas trop qui peut tirer son épingle du jeu, à part en échapper, hein, mais ça reste assez aléatoire pour des garçons comme De Marquis, comme Dosset ou autres qui peuvent pourquoi pas prétendre à quelque chose en échappée. Mais sinon, ça me paraît compliqué de briller. Alors là, Jumbo-Visma. La Jumbo-Visma n'aligne pas ses meilleures cartes pour le Tour d'Italie, mais on va retrouver Tom Dumoulin, qui est une grosse énigme depuis le début de la saison. Perso, j'y crois pas une seule seconde. On verra s'il me fait mentir tout au long des 3 semaines de course. Mais Dumoulin, c'est très compliqué. D'ailleurs, je crois que tous ceux qui l'ont choisi à Rivals Manager s'en mordent un peu les doigts depuis quelques semaines. Je pense qu'on pourra plus miser sur Tobias Foss, qui me paraît être un peu plus régulier sur la longueur. Et Tobias Foss, je le vois bien dans le top 10. Golab City me dit ouais, Dumoulin pour les chronos, pas plus. Oui, c'est à peu près ça l'idée. On verra. Déjà, on aura un premier aperçu lors de la 2e étape sur son état de forme, voir s'il est capable de jouer avec les meilleurs sur les chronos. Parce que, après, dans ce que j'ai vu, j'ai pas forcément vu Enfin, Filippo Ganna n'est pas au départ, Kung n'est pas là. Je crois que la plupart des gros rouleurs ne seront pas présents. Bisseguer n'est pas là non plus, donc pourquoi pas remporter un succès d'étape lors d'un chrono pour Tom Dumoulin. Il en a tout à fait les moyens. Polska nous dit qu'il ne croit pas du tout à Tom. Ouais, Dumoulin, ça sent le cacamou, et j'espère qu'il aura moins de mésaventures que lors du Giro où il était tombé malade, le pauvre Tom Dumoulin. Après, on ne sait jamais avec Dumoulin, ça fait 2 mois qu'on ne l'a pas vu courir, ouais, mais malheureusement, ses dernières prestations, je pense notamment à l'UAE Tour, de mémoire, où je l'avais vu assez à la peine, alors qu'au final, il y avait quand même des mecs qui ne sont pas des grands grimpeurs qui étaient encore dans le peloton. Arnaud nous dit « Foss doit confirmer car son Giro l'année dernière était bon, mais après il s'est écroulé durant la saison. Ouais, il est encore jeune, Tobias Foss, et il manque encore de consistance. » J'ai envie de dire. Et ouais, Golab City nous dit oui, j'ai Dumoulin dans Rivals et j'ai envie de mourir. Oui, forcément, comme je l'évoquais, ceux qu'on Tom Dumoulin, Rivals Manager, notre fameux jeu de simulation de cyclisme, doit avoir des petits problèmes, mais il faut le transférer. S'il te reste des transferts, c'est peut-être le moment. Enfin, si je dis ça et qu'il fait un bon résultat pendant le Tour d'Italie, tu vas me haïr. Donc peut-être attendre la fin du Giro pour l'enlever au cas où. Bref, retour à la course. Et ma place à... Il était pas mal, Joyeux du Nil, ouais, sur la classique néerlandaise, oui, exact. Mais je crois qu'il avait même crevé dans le final, si je dis pas de bêtises. Tom Dumoulin de cette petite classique néerlandaise où Arnaud Delis avait gagné. Il était présent dans un groupe de 5 ou 6, je ne me rappelle plus laquelle c'était, parce que je vois tellement de courses que je les confonds un peu toutes. Bref, Lotto Soudal. Soudal, organisé autour de Caleb Ewan, qui sera la seule carte majeure, même si on pourra toujours compter sur un Thomas de Rent, qui, si lui aussi est atteint par le poids des âges, peut toujours, pourquoi pas, remporter une victoire en échappée, même si c'est de moins en moins souvent le cas, malheureusement.
Caleb Ewan, donc, qui sera peut-être le meilleur sprinter au départ de ce Tour d'Italie, puisqu'on devait avoir Tim Merlier, mais Tim Merlier, il a chuté lors de Paris-Roubaix, et malheureusement, il n'est pas encore rétabli, donc il va se concentrer sur le Tour de France. Donc Caleb Ewan, sprinter numéro 1, je pense, de ce Tour d'Italie, pas loin devant Arnaud Démare, hein. Je l'avais dit, il avait battu lors de Tirreno. Ouais, Tour du Limbourg, Polska, ouais, c'est ça, t'as raison, hein. Et Ben nous dit que pour Dumoulin, moi je l'enterrerai pas trop vite. Ouais, on verra. Encore une fois, moi j'ai rien contre lui et j'espère qu'il me fera mentir au bout des 3 semaines de course. Donc ouais, après on passe à la Movistar. Désolé, je vais un peu... Enfin, je lis en même temps que je regarde la start list et forcément, comme j'arrive jamais à faire 2 choses à la fois, je me perds un peu dans mes trucs. Movistar, Alejandro Valverde. Alors Alejandro Valverde, il y a 3 semaines, je vous aurais dit que c'était râpé, mais sa performance à la flèche wallonne m'a fait revoir un peu mes plans et je dirais pas tout à fait ce que je pense parce que sinon je verserais dans la diffamation et je pourrais avoir des problèmes. Mais bon, ça m'interpelle pas mal les performances d'Alejandro Valverde qui, contrairement à beaucoup d'autres, ne semble pas atteint par le poids des années. J'ai l'impression qu'il pourrait continuer comme ça de manière infinie. C'est toujours assez intriguant pour ne pas dire plus. En tout cas, pour revenir aux sportifs, parce que le but, c'est pas non plus de tirer à boulet rouge gratuitement sur le Murcian. Je pense que pour le général, ce sera quand même très compliqué, comme le dit Golab City. Je le vois plus aller à la chasse aux victoires d'étape. Pareil, la première étape, il faut voir, hein. Je parlais de Van Der Poel et de Girmay, mais c'est une étape qui peut tout à fait convenir à Alejandro Valverde s'il est à 100% de ses moyens. Et je pense qu'il l'est, puisqu'il l'a montré très récemment lors de la Flèche Wallonne. Il est tout à fait capable d'aligner les meilleurs et de choper le premier maillot rose de leader à Budapest. Alors Ben ne le voit plus haut, lui, hein. Valverde top 5, voire podium. Après, la start list est pas folle, donc ça reste aussi une possibilité. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que normalement, on fera une émission tous les jours pendant le Giro. Enfin, quand il y a des étapes, en tout cas. On essaiera de faire ça tous les midis, entre midi et 2, peut-être vers 13h. On verra comment on s'organise. Mais comme je sais que vous appréciez beaucoup tous le Tour d'Italie et que c'est toujours un peu sympa d'échanger avec vous, on en fera. On essaiera d'inviter des gens, d'ailleurs. Si certains d'entre vous sont intéressés par l'idée de parler un peu du Giro pendant les 3 ou 4 semaines à venir, n'hésitez pas à mettre un petit mot sur Twitter ou sur le forum. Pour ceux qui sont sur le forum, j'y répondrai avec plaisir. Donc pour rester sur la Movistar, en dehors de Valverde, il y aura Ivan Sosa. Alors Ivan Sosa, jamais régulier, mais pareil, il ne faut pas l'enterrer trop vite parce que sur une étape en échappée, il peut tout à fait s'imposer. Donc on verra ce que ça peut donner, mais ouais, moi je ne serais pas surpris de le voir gagner une victoire d'étape. Ivan Sosa pour le général, j'y crois pas une seule seconde et il va perdre 10 minutes ou 20 minutes sur une étape un peu random en début de course, c'est quasiment sûr et certain malheureusement, mais sinon il ne faut pas l'écarter, c'est un très très bon grimpeur et il peut tout à fait réussir un coup sur une étape de montagne. Alors, la Quick-Step Alpha Vinyl. La Quick-Step Alpha Vinyl, c'est aussi compliqué depuis le début de saison et la victoire sur Liège est un petit peu en trompe-l'œil parce que là, on s'est encore une fois aperçu lors du Tour de Romandie que finalement, on retrouvait un peu une formation en second rideau lors de la plupart des épreuves du World Tour. Alors, une belle équipe au départ du Tour d'Italie et je citais à tort Caleb Ewan comme le favori numéro 1. J'ai oublié Mark Cavendish. Mark Cavendish, il a la forme du Tour de France, il a tout à fait le niveau pour aller claquer des succès d'étape, donc il faudra voir ce que ça donne. On aura aussi Andrea Baggioli qui a un cours très intéressant, qui n'a pas eu de chance et qui a été blessé pas mal l'an passé. Et lui, en mode sprinter puncher, je pense que ça peut aussi se montrer pas mal sur les étapes que je citais tout à l'heure, hein, qui pouvaient convenir à Binyam Girmay. Il y en a quelques-unes qui peuvent lui aller. Alors... Ilan Van Wilder va tenter le général. Oui, je pense que c'est le seul qui peut... D'ailleurs, est-ce que je suis en train de réfléchir, mais Ilan Van Wilder, il est blessé. Il a une fracture de la joue. Je confonds avec Van Sevenant. Je suis désolé, j'ai un trou tout à coup, mais je crois que c'est Van Wilder. Et vous me corrigez si je dis des bêtises. Mais si c'est bien Van Wilder, il a une fracture de la joue et la Quick-Step a annoncé qu'il serait forfait pour le Tour d'Italie. Oui, voilà, c'est vrai que tu m'as mis le doute et je confonds parfois Van Wilder et Van Sevenant. Et donc Van Wilder sera absent, hein, mâchoire, oui, pardon, pas la joue. Je dis une bêtise dans ma traduction anglaise.
Donc il sera absent, et bah du coup on comptera sur Vancevent, hein, j'imagine, pour le général, on verra ce que ça donne. La Team Bike Exchange, je l'ai dit tout à l'heure, elle sera organisée autour de Simon Yates. Simon Yates qui a remporté hier, comme je l'évoquais, la première étape du Tour des Asturies. Bon, c'est pas une surprise, il y avait absolument zéro concurrence, donc c'est logique qu'il ait gagné, pardon. Mais ça montre au moins qu'il est en forme et qu'il sera prêt au départ du Giro de la gagner. J'ai quelques doutes, mais il sera forcément parmi les candidats au podium ou au top 5. En tout cas, c'est un Giro qui est assez ouvert, donc ça c'est intéressant. Encore une fois, les gars en parleront mercredi, mais on peut le retrouver assez probablement sur le podium, ou au moins pour un top 5. Il aura autour de lui quelques bons grimpeurs comme Lucas Hamilton ou Tanel Kangert qui devraient se muer soit en équipier modèle suivant la configuration de la course, soit en coureur capable d'aller dans les échappées pour les étapes de montagne. Joyeux du Nil nous dit Yates 2 semaines en rose, puis grosse craquante le retour. Ouais, c'est possible, hein. Surtout que lui aussi, il fait partie des candidats à la victoire pour les candidats au premier maillot rose à Budapest. Donc ça sera intéressant de voir ce que ça donne sur l'ensemble des 3 semaines de course, parce que Yates, on sait que quand c'est de la haute montagne et qu'on répète les efforts tous les jours, ça peut être parfois compliqué, hein. Vous l'aviez vu lors d'un Giro qui lui semblait acquis et où il avait complètement craqué en 3e semaine de course. La Team DSM, alors la Team DSM, elle était très moquée en début de saison, et finalement on s'aperçoit qu'elle est pas si mal. En tout cas, c'est loin d'être la moins mauvaise la moins bonne des formations du World Tour, pardon, et elle aura au départ du Giro un duo qui a brillé lors du Tour des Alpes, Romain Bardet qui a remporté la course, hein, tout simplement, et qui était, je pense, le plus fort, et Thymen Arensman. Thymen Arensman, c'est un coureur qu'on voit venir depuis pas mal d'années et qui est assez complet, hein, parce que je le rappelle, chez les Espoirs, il avait remporté, ou il avait fait podium à Paris-Roubaix, mais aussi brillé en montagne. Donc c'est un coureur qui est vraiment très intéressant, et on a l'impression que le duo avec Romain Bardet fonctionne très bien, qu'ils s'entendent très bien. Et je pense que ça peut faire très mal sur les routes du Giro. Moi, Romain Bardet, je le vois très très bien sur ce Tour d'Italie s'il n'a pas d'incident. Sincèrement, je le vois bien sur le podium de la course. Je ne le vois pas gagner parce que je pense qu'il y a meilleur, et notamment en chrono où il devrait perdre un petit peu de temps. Mais s'il affiche le niveau qu'il a eu lors du Tour des Alpes, je mettrai une petite pièce pour lui pour le podium final. Donc on verra ce que ça donne, mais j'y crois pas mal en effet. D'ailleurs, hein, on avait eu des questions sur des transferts pour prendre des coureurs à 13 ou 14 points à Rivals Manager, et moi si j'en avais un à prendre avant le Giro, je dirais Romain Bardet. Alors Golab City nous dit Kesbol pour les sprints. Ouais, il y aura Kesbol, mais il y aura aussi Alberto Dainese, donc il y a 2 cartes aussi pour les sprints, pour la team DSM, donc c'est pas mal parce qu'elle est armée sur 2 tableaux, le classement général comme je l'évoquais avec Bardet et Arensman, et les arrivées massives avec Kesbol et Alberto Dainese. Joyeux du Nil nous dit aussi dans les 3, Romain, ouais, forcément, et Polska, ouais, transfert, je prends Bardet, Rivals Manager, je pense que tu as bien raison Arnaud, ça me paraît être une bonne idée. La Trek Segafredo, alors la Trek Segafredo, elle va être organisée, pardon, encore une fois, je lisais en même temps et je me suis perdu tout seul. Elle est organisée autour de Giulio Ciccone. Giulio Ciccone, alors c'est pareil, j'ai vachement de mal, je sais pas vous, mais moi j'ai vachement de mal à lire ce coureur, parce qu'il est assez irrégulier, je trouve. Un jour, on va le retrouver parmi les meilleurs grimpeurs, et le lendemain, limite, s'écrouler complètement. Donc, je pense à une victoire d'étape pour Ciccone. Vous allez me dire ce que vous en pensez sur le live, mais j'ai du mal à le voir viser un classement général. Enfin, après, il peut finir 7 ou 8e, hein, c'est pas ce que je veux dire, qu'il est incapable de finir dans le top 10, mais pour aller très haut, je le vois pas assez régulier. Polska nous dit Skelmos aussi. Alors Skelmos, c'est un peu pareil, c'est tout l'un ou tout l'autre, donc on verra ce que ça donne. Il y a Juan P. Lopez aussi qui est intéressant, qui avait fait une bonne Vuelta l'an passé. Il faut avoir Bokeh Mollema. Il y a 4 cartes en gros qui peuvent plus ou moins briller en montagne, donc on verra lequel des 4 est le plus fort. Je pense pas qu'il y en ait un qui soit capable de rentrer dans le top 5, mais pour des places entre 6 et 15, on va dire, il y a des possibilités pour la Trek. Et Golab nous dit Mollema et Ciccone, bon duo pour tenter de faire bouger la course. Ouais, en effet.
Bonne équipe de grimpeurs, nous dit Krustigan. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est une équipe où il y a pas mal de grimpeurs. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je vais prendre vos questions s'il y en a sur le Giro de manière générale. Je vais essayer de résumer un peu tout ce que j'ai dit pour synthétiser, parce que c'était un peu la volée. Forcément, on a repris un peu la start list dans l'ordre. Pour les arrivées massives, on va commencer par ça. Donc après avoir fait le tour de la start list, pour moi, il y a à peu près 3 coureurs qui sortent du lot. C'est Mark Cavendish, Caleb Ewan et Arnaud Démare. Je pense que ça devrait être les 3 sprinteurs les plus en vue lors de ce Tour d'Italie. Donc on verra lequel tient la corde après les 3 semaines de course. Mais je pense que c'est ces 3 mecs qui devraient jouer la gagne. Pour le classement général, alors là, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Si j'avais à vous sortir 3 noms, je dirais, comme Joyeux du Nil, parce que je vois son commentaire en même temps, je dirais que Richard Carapaz est le gros favori, parce que Richard Carapaz, on l'a vu lors du Tour de France, lors de la Vuelta, mais aussi lors du Giro qu'il a gagné. C'est un vrai coureur de grand tour. Il a une équipe Ineos qui est quand même très très costaud autour de lui. Je remonte un petit peu, mais avec Richie Porte, Pavel Sivakov et puis des bêtes à rouler comme Narvaez ou Castroviero, ça me paraît quand même très très intéressant. Donc je pense que Richard Carapaz est le favori, en tout cas c'est mon favori, celui que je vois gagner le Tour d'Italie cette année, sauf incident bien entendu, parce que ça on ne peut jamais le prévoir. Derrière, comme Dol, à qui je souhaite la bienvenue, puisque c'est son premier commentaire sur le live, je pense que le deuxième, ça sera Joao Almeida. Parce que Joao Almeida, on a toujours l'impression qu'il est à la rupture, qu'il va lâcher, et au final, il est assez impressionnant parce qu'il s'accroche toujours et il sort d'on ne sait où parfois pour même être capable de remporter des étapes où il était lâché précédemment. Donc Almeida, je trouve qu'il a pris pas mal de caisses. Son point faible, ça sera peut-être son équipe. Ça peut paraître un peu paradoxal de dire ça pour la formation EE Team Emirates, mais c'est pas la formation All-Star qu'on peut voir sur le Tour de France, sur certaines autres épreuves du World Tour. Donc ça peut être le bémol pour Almeida. Et derrière, si je devais ressortir un troisième nom avant de prendre vos questions, parce que j'en vois sur le live, allez, je vais avoir un peu une petite fibre franco-française et je dirais Romain Bardet, même si pour moi cette troisième place, ça se joue entre Bardet, Miguel Angel Lopez et Simon Yates, mais je trouve que ce serait une belle récompense pour le Français de faire un podium sur le Giro. Et je le dis pas seulement parce qu'il est français, parce que vous me connaissez, vous savez que j'ai pas trop tendance à faire du chauvinisme à outrance et sans raison, mais je pense sincèrement qu'il est capable d'aller choper cette troisième place et qu'il sera vraiment à la lutte avec des mecs comme Yates et Lopez, pour celle-ci en tout cas. Alors, la question de Ben... C'est moi où j'ai cru comprendre que Tony Galopin commentera le Giro sur Eurosport. Bon, en tout cas, il ne sera pas présent au départ. Donc c'est une possibilité. J'avoue que je n'ai pas vu passer l'info, donc je ne pourrais pas confirmer ou affirmer. À voir, à vérifier, puis on le postera sur le forum, ou vous le posterez sur le forum si vous voyez passer l'info, ou là tout de suite sur le chat si vous avez un lien. Non, d'ailleurs, je crois que les liens ne passent pas. Alors, le prono de Golab City. Alors tout d'abord, Joyeux du Nil, donc il met Carapaz en favori. Dol, j'ai dit tout à l'heure, qu'il nous donnait Almeida. Golab City, donc Miguel Angel Lopez pour un podium. Polska nous dit Carapaz, Almeida et Romain Bardet. Golab City nous dit aussi que la Bahreïn peut placer quelqu'un sur le podium. Moi, vu l'effectif qu'elle a, c'est tout à fait possible de voir un Bahreïn sur le podium. Moi, j'y crois un petit peu moins et je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que sinon ça ferait répétition, mais ouais, c'est tout à fait une possibilité, hein, pourquoi pas, que ce soit avec Bilbao ou Landa. De toute façon, la course est assez ouverte et il y aura forcément des abandons, il y aura des chutes, il y aura des incidents, etc. Malheureusement, hein, comme tous les ans. Donc les favoris du départ ne sont pas forcément ceux de l'arrivée, et si jamais un ou deux coureurs venaient à quitter la course prématurément, ça pourrait être très très ouvert. Donc je crois que c'est vraiment le mot que ce Giro 2022 est très très ouvert, et qu'à part Carapaz, il y a quand même pas mal de possibilités et beaucoup d'outsiders et personnes qui ressortent du lot. Seulement la première étape, il me semble, pour Tony, nous dit
On lui dit petit filet. Golab City, Chavez ou Carty, peut-être, on ne sait jamais. Hugh Carty, s'il retrouve son niveau de certains Giro, de certaines Vuelta, pourquoi pas. Hein. Si c'est le Hugh Carty là, à qui on a affaire depuis le début de l'année, ça me paraît plus complexe. Mais si Hugh Carty est à 100%, oui, pourquoi pas pour un podium, c'est tout à fait possible. Ça ressemble au Giro 2020, la start list un peu, ouais, c'est un peu ça. On a une start list un peu qui est vraiment pas tip top, mais tant mieux à la limite, hein, si ça permet de voir d'autres coureurs émerger, que ce soit en termes de sprinter ou de grimpeurs, c'est pas très folichon. Ouais. Il manque les deux Slovènes, hein, Roglic et Pogačar. Il manque forcément et logiquement Egan Bernal, qui est toujours blessé, mais qui devrait reprendre dans quelques semaines la compétition. Donc ouais, il manque vraiment pas mal de monde. Il n'y a pas de mecs comme Enric Mas non plus. Donc Giro d'outsider, comme je l'évoquais, je pense qu'on va pouvoir clôturer là. Nous n'avons pas trop de Français pour gagner une étape lors d'une échappée. Ben non, finalement, il n'y a pas tant de Français au départ. Il n'y aura pas Pavel Sivakov, mais il risque d'être cantonné à un rôle d'équipier pour Carapaz. Derrière AG2R, ben, je l'évoquais, Berthet sera pas là. Calme-Jeanne, vu son niveau, ça me paraît complexe d'aller chercher une victoire d'étape. Allez, Nance Peters peut-être, pour un succès. Je descends et j'essaye de... Bah si, Guillaume Martin. Guillaume Martin, ça peut être intéressant de le voir pour un succès d'étape suivant sa place au classement général. Puis sinon, ouais, c'est vrai que c'est un peu complexe hein, d'imaginer un Français gagner une étape. Bah, Romain Bardet, mais Romain Bardet, c'est aussi parce qu'il joue le général et il n'aura aucune liberté. Donc s'il gagne, c'est parce qu'il est le plus fort tout simplement à la pédale. Donc là aussi, ça reste à voir. Mais chez les Français, ouais, je vois Romain Bardet. Bon, Romain Combo aura un rôle d'équipier. Ouais, il n'y a pas beaucoup de Français au départ. Il y aura Arnaud Démare hein, pour une victoire au sprint où il sera à la lutte avec Ewan et Cavendish. Mais ouais, derrière, il n'y a pas grand monde. Rémi Rochas, ouais, ça dépendra de Guillaume Martin parce qu'il peut aussi être cantonné à un rôle d'équipier suivant les perfs de son leader. Mais c'est un peu tristouné côté français. Ouais, on verra ce que ça donne. On aura peut-être des belles surprises et des révélations. Mais, on verra. Et bien sûr, ces belles paroles, je propose de vous laisser. On se donne rendez-vous demain soir pour la sortie du dimanche. On verra si c'est Greg ou moi qui seront aux manettes. Et je vous souhaite un très bon samedi, une très belle étape du Tour de Romandie, puisque c'est l'étape reine aujourd'hui. Donc on sera forcément tous devant la télé. L'arrivée est un peu plus avancée que d'habitude. Je crois que c'est prévu vers 15h30 ou 15h45. Donc branchez pas la télé vers 16h30, sinon vous louperez l'arrivée. Bref, bon week-end à tous et je vous dis normalement à demain soir pour la sortie du dimanche. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao!